Nous allons maintenant voir quelle est la méthodologie pour mettre en place notre paramétrage. Alors, mettre en place notre paramétrage, c'est-à-dire associer des repères à nos solides et donner des noms à nos variables. Donc, c'est une proposition que je fais de méthodologie qui n'est pas exhaustive. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est s'entraîner pour comprendre les tenants et les aboutissants, et pour ça, ce sont les TD et les TP qui vont vous aider le plus. Les objectifs du paramétrage, on en a déjà parlé, mais c'est de mettre en évidence les paramètres géométriques, c'est-à-dire les distances et les angles, qui vont vous permettre de repérer la position des différentes pièces les unes par rapport aux autres. Vous vous rappelez, c'est le petit personnage par rapport à la feuille, par exemple. Pour déterminer ces paramètres, on va mettre de côté ceux qui sont constants et ceux qui sont variables. Et on va essayer de trouver des relations entre ces paramètres. On va établir les figures planes lorsqu'il y a besoin pour réaliser les changements de base éventuels. On fait les figures planes, on fait apparaître les angles qu'on a paramétrés sur le schéma cinématique. Et enfin, ça va nous préparer l'analyse géométrique et cinématique à venir. Donc, la méthode proposée, il n'y a que 2 points finalement. C'est très simple, c'est d'abord de lier un repère à chaque classe d'équivalence cinématique. Vous vous rappelez, je ne vais pas travailler avec des solides s'ils sont tous soudés, liés entre eux. Je vais travailler avec les classes d'équivalence cinématique. Je vais prendre comme origine de référence, de préférence, un des centres de liaison. D'accord? L'origine du repère, je ne vais pas me mettre n'importe où. Je vais prendre un centre de liaison parce que souvent, ça va me faciliter les calculs. Si j'ai un pivot, je vais me retrouver avec 2 bases qui ont un axe commun. C'est-à-dire que si j'ai une liaison pivot, je vais me débrouiller pour que mes 2 bases... Enfin, je vais me débrouiller. Je vais avoir donc un changement d'orientation entre un solide et un autre. Et donc, je vais considérer que les 2 bases tournent autour du même axe. C'est l'exemple de tout à l'heure, ou que je retrouve ici. C'est-à-dire qu'ici, la base B1, X1, Y1, Z1 et la base B, X, Y, Z partagent le même axe Z. Z égale Z1. D'accord? Si possible, je vais définir la direction de mes axes, comme c'est possible, par 2 points particuliers du système, comme des centres de liaison ou la géométrie du solide, parce que c'est tel point que je cherche, l'extrémité d'une pince, le bout du bras, etc. Et donc, je vais représenter ensuite mes figures planes de changement de base pour mettre en évidence les projections, quand je vais faire ma mise en équation des vecteurs, et pour représenter avec une valeur angulaire, avec une valeur angulaire assez faible, j'ai déjà expliqué précédemment, et toujours avec l'orientation que je propose ici et que je vous ai proposé dans la vidéo précédente. Donc ça, on en a déjà parlé. Et on va pouvoir, grâce à cela, établir la loi d'entrée-sortie. On va pouvoir, grâce à cela, établir la loi d'entrée-sortie géométrique du système. La loi d'entrée-sortie géométrique du système, c'est quoi? C'est la relation qui existe entre le ou les paramètres d'entrée, c'est-à-dire souvent les paramètres des actionneurs, la longueur de mon vérin, l'angle de mon moteur dans mon mécanisme, et celui en sortie. Par exemple, quelle est la position de la pince de mon robot compte tenu de l'angle pris par chacun de mes moteurs? Voilà le genre de loi d'entrée-sortie qui peut m'intéresser. Ces paramètres vont donc servir à exprimer cette relation à travers une ou des équations. On va se retrouver avec 2 cas de figure qui sont à peu près similaires pour travailler. Soit j'ai le cas d'une chaîne ouverte, soit j'ai le cas d'une chaîne fermée. Une chaîne ouverte, c'est quoi? C'est par exemple, je prends ce robot Scara. C'est-à-dire que j'ai la base, ici j'ai un bras qui tourne, et là j'ai un autre bras qui tourne, puis une glissière au bout. D'accord? Ça ressemble au robot rouge qu'on a dans le labo et que certains vont étudier en TP. J'ai une chaîne ouverte. Pourquoi? Parce que j'ai mon bâti, j'ai un pivot solide S1, j'ai un pivot le solide S2 et j'ai enfin une glissière le solide S3. Mais S3 n'est pas relié à S0. Ma chaîne ici, sur le graphe de liaison, est ouverte. J'ai une indépendance des paramètres successifs et je peux appliquer simplement une relation de Schall. C'est-à-dire que si je veux la position M de ma pince, c'est-à-dire le vecteur OM, le vecteur OM sera égal à OA, c'est-à-dire de là à là, par exemple, plus AB de là à là, plus BC de là à là, plus, je ne sais pas moi, CN de là à là, plus CM de là, plus NM de là à là. La relation de Schall, que vous devez déjà connaître. Je peux aussi avoir affaire à des chaînes fermées.
Ici, je vois des chaînes fermées. Pourquoi? Parce que mon graphe de liaison représente des boucles qui se ferment. Et là, j'ai interdépendance des paramètres. Et donc, pour mettre ça en équation, je vais faire une fermeture géométrique. Je vais dire que OA plus AB plus BC plus etc. plus NM plus MO. Donc, vous voyez, je retombe sur le point de départ est égal au vecteur nul. Puisque je suis retourné au point de départ, en faisant ma relation de Schall, ça me donne le vecteur OO. Et ça me donne le vecteur nul. Seulement, à chaque fois, j'introduis les paramètres qui m'intéressent dans l'expression de chacun des vecteurs de cette fermeture géométrique. Alors, on va faire un exemple ensemble. Vous allez essayer de le faire, mais vous essayerez de le faire une fois qu'on aura établi ensemble le schéma cinématique paramétré. On a ce système positionneur d'antenne. Ici, j'ai une antenne qui peut tourner par rapport au sol, poussée par un vérin qui est ici, qui lui-même peut tourner par rapport au sol et peut tourner par rapport à l'antenne. Et je veux être capable de relier l'angle entre le sol et l'antenne à la position de sortie de tige du vérin, donc à la longueur du vérin. Je veux savoir quelle est la position de l'antenne en fonction de la longueur de mon vérin, pour être capable de régler correctement mon système. Alors, comment je vais faire pour établir ma loi d'entrée-sortie géométrique? Je vais procéder comme ceci. Je vais établir le graphe de liaison du système. À partir de là, je vais réaliser le schéma cinématique. Je vais associer un repère à chacun de mes solides. Je vais réaliser les figures planes si possible et si besoin. C'est-à-dire si j'ai des pivots, en gros. Je vais établir la fermeture géométrique et je vais résoudre l'équation pour obtenir mon angle est égal à une fonction de ma longueur ou ma longueur est égale à une fonction de mon angle, peu importe. Donc le graphe de liaison. J'ai le bâti 0. J'ai un pivot d'axe AZ0 avec la pièce 1. La pièce 1, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'antenne. D'accord? La pièce 1 est elle-même en pivot par rapport à la tige du vérin qui est la pièce 3. Le corps du vérin, lui, est en glissière avec la tige du vérin. Et le corps du vérin est aussi en pivot avec le bâti. J'ai donc une chaîne fermée. Vous voyez, ça constitue une chaîne fermée. Je peux donc réaliser le schéma cinématique paramétré suivant. J'ai mon bâti, l'antenne en pivot avec le bâti. Vous voyez, pour simplifier la lecture, on a représenté cette parabole là, alors que ce n'était pas une obligation, mais ça nous facilite la compréhension, on sait que c'est l'antenne. J'ai un pivot entre l'antenne et la tige du vérin, et j'ai une glissière entre la tige du vérin et le corps du vérin. Le corps du vérin qui lui-même est en pivot encore avec le bâti. J'ai associé un repère à chacun de mes solides. J'ai le repère AB0, c'est-à-dire le point A comme origine, et la base X0, Y0, Z0 qui vient vers nous, ici. C'est lié au bâti. J'ai la base B1 liée à l'antenne, l'origine, le point A, d'accord, et X1, Y1 et Z1 qui vient vers nous. Donc vous voyez déjà que Z1 égale Z0. Et j'ai la base B2 là, associée au solide 2, c'est-à-dire le corps du vérin. X2, Y2 par là et Z2 qui vient vers nous. On voit que je fais apparaître des paramètres géométriques. Alpha 1, l'angle entre la base 1 et la base 0. Enfin, de la base 0 à la base 1. Alpha 2, l'angle de la base 0 à la base 2. Et D de T, la longueur du vérin, c'est-à-dire la distance entre les points B et C. Alors, vous pourrez me demander pourquoi est-ce que je n'associe pas de repère au solide 3. Ici, j'ai le solide 3, c'est la tige bleue. Je n'ai pas associé de repère. Pourquoi? En réalité, si, il y a un repère, mais je n'ai pas associé de base au solide 3. Pourquoi? Parce que le solide 3 est en translation par rapport au solide 2, donc il n'y a pas de changement d'orientation. Donc je peux considérer qu'il partage la même base que la base du solide 2. D'accord? Par contre, l'origine du repère lié au solide 3 qui est en bleu serait plutôt le point B. D'accord? Alors que celle de l'origine du repère 2, associé au solide 2, serait plutôt le point C. D'accord? Donc maintenant, je fais mes figures planes. Alors je reprends mon schéma cinématique. La base 1 est comme ça, la base 2 est comme ça. Je fais mes figures planes. J'ai donc Z0 égale Z1 et Z0 égale Z2. X0, Y0, X1, Y1. X0 égale Y0, X2, Y2, alpha 2 et alpha 1. D'accord? Je vais établir l'équation de fermeture géométrique.
C'est-à-dire que le vecteur AA, c'est égal à AB plus BC plus CA, c'est égal au vecteur nul. Donc je regarde. AB plus BC plus CA est égal au vecteur nul. Je suis bien retourné au point de départ. Et je n'ai plus qu'à exprimer chacun de ces vecteurs. AB, c'est LX1. BC, c'est moins DY2. CA, c'est moins L0, X0. Et ça me donne bien le vecteur nul. Le problème, c'est que là, je ne peux pas en déduire grand-chose vu que je suis dans des bases différentes. Donc, j'exprime tout, dans notre cas, dans la base B0. Pourquoi tout dans la base B0? Parce que c'est la plus simple. C'est celle qui fait le lien entre la base 2 et la base 1. Car la base 1 et la base 2 sont faciles à exprimer dans la base 0. J'obtiens X1 qui est ici égal cos alpha 1, X0 plus sin alpha 1, Y0. Je l'obtiens grâce à cette figure. Grand déplacement positif, petit déplacement positif. Y2 égale moins sinus alpha 2 suivant X0 plus cosinus alpha 2 suivant Y0. Je regarde, Y2, petit déplacement négatif dans la direction de X0 et grand déplacement positif dans la direction de Y0. Donc moins sin et plus cos. Et donc en projection, j'obtiens deux équations. L'équation suivant X0 et l'équation suivant Y0. J'ai remplacé X1 et Y2 par les deux expressions qui sont là. Et j'obtiens L1 cosinus alpha 1 plus, qui vient d'ici, plus D2 sinus alpha 2, puisque j'ai du moins fois moins, ça fait plus, moins L0 égale 0, l'équation suivant X0. Et en projection sur Y0, j'ai L1 sinus alpha 1 moins D cosinus alpha 2 égale 0. C'est-à-dire que j'ai du L1 cosinus alpha 2 moins D2 sinus alpha cosinus alpha 2, pardon, donc L1 sinus alpha 1, pardon, et moins D cosinus alpha 2 égale 0, et j'ai pas d'autre terme ici suivant Y0. J'ai donc deux équations, l'une suivant X0, l'autre suivant Y0. Et là, on va avoir besoin d'une astuce qu'on utilisera souvent. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le lien entre D de t, et alpha 1. Mais on ne veut pas voir apparaître l'angle alpha 2, qui lui-même est variable et qui nous parasite notre étude. Donc, on va le faire disparaître. Comment? En isolant D sinus alpha 2 et D cosinus alpha 2, et en mettant les équations au carré. Ça va nous faire du D carré sinus carré égale quelque chose. D carré cosinus carré égale quelque chose. Et donc, ces deux équations, si j'en fais la somme, ça me fait du D carré facteur de sinus carré plus cosinus carré. Et ça vaut 1. Donc, je veux faire disparaître alpha 2. Il nous faut effectivement faire disparaître ce paramètre. Et donc, on va utiliser la propriété cosinus carré plus sinus carré égale 1. D sinus alpha 2, c'est égal à L0 moins L1 cosinus alpha 1. D cosinus alpha 2 est égal à L1 sinus alpha 1. Je vous laisse regarder ça à partir des équations qu'on a établies précédemment. J'ai donc D sinus alpha 2 au carré qui est égal à tout ça au carré. D cosinus alpha 2 au carré qui est égal à L1 sinus alpha 1 au carré. Ça me donne donc, si je fais ça plus ça, D sinus alpha 1 au carré plus D cosinus alpha 2 au carré est égal à L0 moins L1 cosinus alpha 1 au carré plus L1 sinus alpha 1 au carré. Ça me donne donc ce que je viens d'écrire, d'accord? Si je travaille sur le terme de gauche, ça me donne D sinus alpha 2 carré plus D cosinus alpha 2 carré égale D carré sinus alpha 2 carré plus D carré cosinus alpha 2 carré égale D carré facteur 2. Donc là, je factorise sinus alpha 2 au carré plus cosinus alpha 2 au carré, c'est-à-dire que ça me fait du D carré. Et j'ai donc au final D carré égale L0 moins L1 cosinus alpha 1 au carré plus L1 sinus alpha 1 au carré. Maintenant, on peut travailler sur ce terme-là pour simplifier son écriture. Donc, je développe mes carrés. Attention à l'identité remarquable. J'obtiens ici du L1 facteur de cos carré plus sin carré, ça me fait encore 1. Et j'obtiens donc au final L0 carré plus L1 carré moins 2 L0 L1 cosinus alpha 1. Et j'ai donc finalement D carré égale L0 carré moins 2 L0 L1 cosinus alpha 1 plus L1 au carré, c'est-à-dire que D est égal à racine carrée de L0 carré moins 2 L0 L1 cosinus alpha 1 plus L1 au carré. Et voilà, j'ai ma loi d'entrée-sortie
géométrique. C'est-à-dire que si je connais la position D, je serai capable de connaître l'angle alpha 1. Et si je connais l'angle alpha 1, je connaîtrai la longueur D.